La psychologie du couple, expliquée, analysée, détaillée par l'astrologie, tel est le but de cette émission. Intitulée Astro-Psycho-Duo, elle est portée sur les fonds baptismaux par une marraine célèbre, puisqu'il s'agit de Françoise Hardy. Françoise Hardy, célèbre bien sûr dans la chanson, mais aussi dans l'astrologie, puisqu'elle participe à la rédaction d'une nouvelle revue intitulée Astrologo. Nous sommes allés à la rencontre de Françoise Hardy dans sa maison 40 chats des hauteurs de Monticello, en Haute-Corse. Elle nous explique pourquoi et comment les rapports dans un couple sont influencés par le ciel de la naissance des deux partenaires. C'est toujours très intéressant d'avoir un éclairage astrologique pour comprendre un petit peu une relation de couple quel qu'il soit, d'ailleurs couple professionnel ou couple conjugal ou amical, parce que effectivement il y a des affinités et des différences entre les divers signes. En général, dans le cadre d'un couple, surtout quand c'est un couple basé sur l'attraction, sur l'attirance amoureuse, en général, les différences, dans un premier temps, attirent, dans un deuxième temps, risquent d'énerver et risquent de provoquer les problèmes que connaissent tôt ou tard, à un certain moment, les relations de couple. Il n'y a pas que les signes, d'ailleurs, parce qu'on se rend compte, grâce à Jean-Pierre Nicolas, qui a découvert ça, bon, on sait qu'on est marqué par les signes occupés au moment de la naissance, mais on est également marqué par les planètes, la position des planètes dans le système solaire au moment de la naissance. Et l'astrologie accorde de l'importance aux planètes qui se lèvent, aux planètes qui culminent. Elle dit que ce sont des planètes dominantes. Et par contre, si une planète ni ne domine, ni ne culmine, ni n'est à aucun autre angle du ciel, bon, il y a les planètes fortes et les planètes faibles. Et on s'aperçoit que dans le cadre des relations de couple, la plupart du temps, la planète la plus faible de l'un, ou l'une des planètes les plus faibles de l'un, correspond à la planète forte de l'autre. Et ça, c'est vraiment une clé fondamentale pour comprendre la relation de couple différemment, un peu mieux. Avec moi sur ce plateau, pour conduire cette émission, Jean-Pierre Nicolas. Jean-Pierre Nicolas est un enfant du Vieux-Nice. Après avoir conduit sa carrière d'astrologue à Paris, le voici donc de retour parmi nous. Il appartient à une authentique vieille famille niçoise, puisque son père, André, et son oncle, Jean Nicolas, ont été les fondateurs de la Siamada nissarde. C'était aussi deux poètes niçois reconnus et estimés. Rien d'étonnant donc à ce que Jean-Pierre ait passé sa vie le nez dans les étoiles. Les spécialistes reconnaissent en lui le père de l'astrologie conditionnelle, et Françoise Hardy le considère comme son maître, son unique maître en astrologie. C'est elle-même qui nous l'a dit. Il y a beaucoup d'écoles d'astrologie, il n'y en a qu'une dont je me réclame personnellement, donc c'est celle de Jean-Pierre Nicolas, qui est le seul, à ma connaissance, à avoir trouvé une explicative cohérente et je dirais même lumineuse de l'astrologie, des signes, des planètes, sur la base des réalités du système solaire. Chaque émission sera donc axée sur le signe du mois et nous analyserons les rapports de ce signe avec tous les autres signes du zodiaque. Actualité oblige. La première émission est consacrée bien sûr à la balance. Françoise Hardy, toujours elle, nous fait un rapide portrait psychologique de la balance. Sous le signe de la balance, la nuit l'emporte sur le jour pour la première fois depuis 6 mois. Donc c'est le règne de la balance inaugure le règne de la nuit. Donc avec le règne de la nuit, on rentre dans les valeurs un petit peu plus sociales, un petit peu plus culturelles qu'individuelles. Il y a une force associative qui caractérise l'automne. Et chez la balance, cette associativité se couple avec un sens des contraires et une vitesse quand même à se rétracter qui résume sa problématique qui est adhésion-évitement. Jean-Pierre Nicolas, Françoise Hardy, parle à propos des natifs de la balance de force associative, mais également de problématiques entre l'adhésion et l'évitement. Faut-il comprendre que la balance est synonyme de valse-hésitation?
Valse hésitation, c'est excessif parce que c'est un peu l'interprétation négative de la formule. Mais pour comprendre l'aspect positif de la formule, c'est que nous avons là une composante jour qui porte la durée du jour est égale à celle de la durée de la nuit. C'est ce qui explique que c'est le sens des contraires. La nuit va se développer, ce sont les valeurs culturelles, et ça va en même temps développer la sélectivité, ce qui fait que dans la balance, vous pouvez avoir plusieurs types dans la balance. Il n'y a pas de portrait, il n'y a pas de portrait figé. On est où l'aspect associatif l'emporte, ou le sens des contraires l'emporte, ou c'est la sélectivité. Alors lorsque ça fait problème, on parle de valse hésitation. Nous voici donc au cœur de cette émission. Nous allons donc confronter la balance à chacun des autres signes du zodiaque afin de savoir quelles affinités, au contraire, quelles différences dit la balance à ces autres signes. En commençant tout naturellement par son voisin immédiat sur le zodiaque, c'est-à-dire le scorpion. Le scorpion, Jean-Pierre Nicolas, qui a la réputation de jouer volontiers sur l'attirance sexuelle. Alors, on peut se demander, dans ces conditions, comment fonctionne le couple balance-scorpion? Oui, dans l'astrologie traditionnelle, on estime que le scorpion est un espèce de champion du sexe. C'est exagéré, tous les portraits, tous les schémas sont toujours exagérés. Il faut savoir, pour comprendre la logique des signes, que les signes sont comme les jours, les signes se suivent et ne se ressemblent pas. Le scorpion est donc une réponse symétrique, systématique de la balance. À la balance associative, il fallait répondre par une plus grande sélectivité. Le scorpion est davantage rapport de force. Donc, il peut percevoir ce que la balance ne perçoit pas, là où il y a des tensions. Et il va les dénoncer à la balance. Donc, ils peuvent très bien se comprendre. Il y a un couple célèbre, c'est Alain Delon et Romy Schneider. Tiens, Romy Schneider, balance, et Alain Delon, scorpion. Est-ce qu'avec le Sagittaire, on peut parler d'un bon partenariat, Sagittaire-Balance? Oui, étant donné que le Scorpion réagit à la Balance et que le Sagittaire réagit au Scorpion, le Sagittaire rejoint la Balance, mais en plus ample. Là, la nuit est maximale. C'est-à-dire, il va être encore plus, encore plus tourné vers les valeurs. Lui, ça va être carrément les valeurs universelles. Si la Balance, ce sont des valeurs de tête à tête, de couple, de partenariat, le Sagittaire va davantage jouer sur une plus grande échelle. Donc, ça peut faire une bonne équipe. Entre la Balance et le Capricorne, on dit que c'est plutôt l'antagonisme qui domine le rapport. Oui, l'astrologie classique dit qu'il y a un changement de saison, mais nous, on va dire tout simplement que les jours ont fini de croître, le jour recommence à naître, il y a la renaissance du jour, hein, et la nuit a fini son expansion. Donc, il y a un repliement. Alors que la Balance, elle, est un signe d'automne, est tournée vers l'autre, vers la recherche d'une collaboration. Le Capricorne est davantage un solitaire, quelqu'un de très intériorisé, qui ne tient pas tellement compte. Il a un absolu, voilà, il a un absolu, alors que la Balance est plus relative la Balance cherche une complémentarité. Le Capricorne cherche plutôt un absolu. La complémentarité, ça ne l'inquiète pas tellement. La complémentarité, c'est ce qu'on dit à propos des rapports entre la Balance et le Verseau. Est-ce votre avis? C'est-à-dire que le Verseau est le signe qui réagit à... Je parle de saison, hein, pour que ça soit clair. Le Verseau réagit au Capricorne, c'est-à-dire il va envoyer l'espoir, la découverte, l'au-delà de l'hiver. C'est un précurseur déjà. Alors, il a des chances de percevoir les potentialités de la Balance. Un couple célèbre, c'est Vadim Verseau et Brigitte Bardot, Balance. Donc, bonne équipe si le Verseau perçoit des potentialités à développer dans la Balance. Et la Balance, par contre, peut jouer à l'égard du Verseau le rôle d'infirmière lorsque cet albatros n'arrive plus à décoller. Le couple Balance-Poisson, alors là, on parle de relations énigmatiques, voire de mystère. Quel est votre avis? On parle de mystère parce que ce sont deux signes, où les durées de la nuit commencent à s'égaler sous le signe des Poissons. Donc il y a une esquive. Les Poissons va passer entre les deux bords de la rivière et la Balance est un peu indécise. Donc, s'ils s'entendent, il vaut mieux que ce soit dans le non-dit.
il ne vaut mieux pas qu'ils fassent de discours. Ils ont un peu des sensibilités communes, mais c'est très... il vaut mieux qu'ils n'en parlent pas. Il vaut mieux s'entendre. Le silence est d'or, donc le pour silence la balance. ils s'entendent en langage silencieux. Balance et bélier, opposition et complémentarité. Est-ce que j'ai bien résumé? Ce sont les mots-clés que l'on envoie pour ces deux signes. Le bélier, parce qu'ils sont en vis-à-vis. Dans le zodiaque, ils sont en vis-à-vis. Alors, autre couple célèbre là-dessus, c'est Yves Montand en balance et Simone Signoret, bélier. Bon, ça a quand même fait un couple qui a tenu. Donc, il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas dire qu'il y a des signes qui s'excluent totalement. Le tout, c'est d'arriver à trouver par où on peut s'entendre. Balance et taureau ont beaucoup d'affinités. Est-ce que pour autant l'accord parfait entre eux? Non, il n'y a pas d'accord parfait nulle part. Il y a des accords qui vont plus vite et il y a des désaccords qui suivent, sans compter qu'en général, il vaut mieux voir tout le thème de naissance. Et là, on en reste quand même à des généralités. Hein. Mais disons qu'à partir seulement du mois de naissance, comme ça, on peut dire que le taureau peut apporter une stabilité que n'a pas la... Ils s'enrichissent mutuellement, je crois. Il y en a un qui ouvre, le taureau, il est resté volonté chez lui, pareil, alors que la balance aime bien les sorties, les mondanités, et le taureau préfère la campagne. Alors déjà, il y a déjà des matières à négociation, mais ça, il suffit de trouver le terrain d'entente. La balance, que l'on décrit plutôt conformiste, qui a du mal à vaincre ses inhibitions, peut-elle faire bon ménage avec le Gémeaux, qui est le signe de la liberté, voire du libertinage? Les Gémeaux positifs, enfin ceux qui vivent bien, ceux qui vivent le nec plus ultra de leur signe, sont des libérateurs, sont ceux qui disent attention, ne vous attachez à rien, ne vous attachez à rien, soyez libres, soyez. Il y a un philosophe qui illustre beaucoup les Gémeaux, c'est Sartre. Mais enfin, il y a aussi le marquis de Sade. Et il y a aussi le marquis de Sade qui a eu poussé la liberté très loin, on le sait, mais aussi dans l'imaginaire d'ailleurs. Hein. Donc la relation balance-gémeaux peut-être, moi je la vois davantage amicale. Entre la balance et le cancer, la complémentarité en général et la compréhension est difficile. Pourquoi alors? Pour quelle raison? Oui, parce que la balance, je me base là-dessus sur le fait que la balance est plutôt un signe sociable, alors que le signe du cancer, là, on a, d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle le signe du cancer, c'est parce que c'est l'écrevisse, les jours ont fini d'augmenter, ils reculent. C'est pour ça qu'on appelle l'écrevisse. Il n'y a rien à voir avec les étoiles. Hein. Il a le sens du clan aussi. Et là, il a le sens du clan. Il y a l'idée de fermeture, fermé dans un cercle. Que ce soit le village, le quartier, ou même la race ou le pays, quoi. On a besoin de circonscrire. Alors que la balance est plutôt disponible pour des ouvertures culturelles qui n'ont plus rien à voir avec l'enracinement clanique. Balance-Lion, on parle de couple idéal, c'est vrai? Oui, on parle de couple idéal. Dans l'imagerie astrologique, on parle de couple idéal parce que le lion est toujours très représentatif. La balance passe pour le signe de l'élégance, du raffinement. Le lion pour celui de la force virile. Alors, si un est masculin et l'autre féminin, c'est des trucs à passer sur des revues, sur des revues très d'élégance, quoi. Adam et Ève, voilà. Adam et Ève, voilà. Mais un Adam et Ève bien habillés. La Vierge et la Balance sont des signes inverses. Est-ce que pour autant, entre eux, c'est soit le pire, soit le meilleur? Non, là aussi. En général, les signes qui sont inversés comme ça, ils sont inversés pourquoi? Parce que sous le signe de la Vierge, le jour et la nuit vont se rencontrer. Ils vont s'égaliser en durée. Tandis que sur la Balance, ils vont s'écarter, ils vont se différencier. Donc là où l'un veut fermer, l'autre veut ouvrir. Donc évidemment, il vaut mieux à ce moment-là conjuguer les efforts que les opposer à l'intérieur du couple. On arrive donc à la fin de ce survol du zodiaque. Balance, et plus généralement, deux signes identiques dans un couple, est-ce que c'est plutôt positif ou plutôt négatif? Ils vont renforcer leurs qualités et leurs défauts. Alors on va dire que... Mais comme tous les couples sont duo-duel en général, soit avec plus de duos, soit avec plus de duels, dans les couples qui sont de le même signe, il y en a un qui va jouer, par exemple, si c'est deux balances, il y en a un qui va jouer la sélectivité
Et l'autre, à ce moment-là, va jouer la complémentarité, l'associativité. De toute manière, ils vont se débrouiller. S'ils veulent vivre ensemble, il faudra qu'ils trouvent leur bon duo-duel. Bien sûr, on n'a pas parlé d'une chose importante, c'est l'ascendant. L'ascendant qui, en quelque sorte, influence le signe de naissance. Vous avez apporté ici une sphère qui est dans votre fabrication et qui permet de calculer rapidement quel est l'ascendant. Pouvez-vous nous faire une petite démonstration? Oui, alors l'ascendant, ça n'a rien à voir avec les géniteurs. Ascendant, ça veut dire le signe qui se lève. Hein. Je parle bien du signe, pas des étoiles. Hein. Alors là, par exemple, puisque nous sommes sur le signe de la balance, vous voyez, ceci, c'est le cercle écliptique, c'est le chemin apparent du Soleil dans la sphère des étoiles. Ça, c'est le plan de l'horizon. Et j'ai orienté la sphère pour la latitude de Nice. Alors là, ça, c'est le méridien, c'est-à-dire quand il est midi, voilà, la sphère, comment on représente le midi. Et alors, vous voyez qu'il y a ici un signe à l'intersection avec le plan de l'horizon, c'est ça l'ascendant. Si je disais balance, balance, c'est lorsque le Soleil se lève. 2 heures après, j'ai une combinaison balance, scorpion. Vers midi, je l'ai dit, j'ai une combinaison balance, sagittaire. Au coucher du Soleil, j'ai un ascendant poisson. À minuit, vous voyez, je fais tourner ma sphère. À minuit, j'ai un ascendant cancer. Et ça, c'est très important de connaître l'ascendant. C'est un peu comme la petite aiguille. C'est un peu comme si le Soleil donnait la petite aiguille et l'ascendant la grande. C'est inséparable. C'est d'ailleurs pour ça on ne peut connaître son signe ascendant qu'à partir du lieu de naissance et de l'heure de la naissance. Il n'y a pas d'émission d'astrologie digne de ce nom, sans prévision. Donc nous allons maintenant, avec Jean-Pierre Nicolas, analyser la prévision pour l'année de la Balance. Alors Jean-Pierre Nicolas, la Balance, que peut-elle espérer de cette année qui commence aujourd'hui et qui se termine donc? Oui, alors grosso modo, il n'y a pas de prédiction générale pour un signe. Il faut découper le signe en périodes, en sous-périodes, puisque un signe, ça couvre une période d'un mois. Il faut la décomposer en semaines ou en quinzaines. Alors, si je commence par ceux qui sont nés autour du 23 septembre, grosso modo, ils sont partis pour avoir une année d'organisation économique pratique. On déménage, on prend un fonds de commerce, etc. C'est un temps fort pour réaliser ces tendances en janvier, février, mars 2001. Ça, c'est un très bon créneau, c'est le premier trimestre 2001. Par contre, il y a des contrariétés affectives en avril et la dynamique en question, la dynamique que j'ai signalée, il peut y avoir un coup d'arrêt, ça repartira plus tard, en juillet 2001. Alors après, je prends des balances, vous voyez, je fais avancer le Soleil sur l'écliptique, qui sont autour du 26-30 septembre. Alors eux, ils se passent plutôt sur un courant neptunien auquel on attribue une évolution spirituelle. Évolution spirituelle, c'est-à-dire découverte de notre monde, d'autres valeurs, enfin ils changent d'idéologie où ils enrichissent leurs croyances. Et ça joue plutôt que sur le plan pratique, ça joue sur le plan moral et spirituel. Alors, je fais avancer mon petit Soleil sur l'écliptique. Alors, les naissances autour du 4 et du 7 octobre, surtout des atouts pour s'affirmer. Les balances, on dit que les balances sont indécises, et bien là, ça ne sera pas le cas. Ils trouvent au contraire le support ou le but qui leur permettra d'aller plus loin que d'habitude. Alors, mars-avril, par contre, au plan affectif, au plan des contrariétés, il peut y avoir des blocages. Alors, enfin, il y a des petits problèmes. Mais c'est pareil, ça ne dure pas. Alors, après, je pousse les balances ici. Les balances de fin de signe, là, ils ont plutôt une année très, très constructive. Quelle époque? C'est autour du 19 octobre. Hein. Ils ont une période combative décisive en mai-juin 2001. Globalement, une bonne année pour la Balance? Globalement, c'est plutôt une bonne année, sauf que qu'en décomposant, on voit que c'est plutôt l'un pour la vie pratique, l'autre pour la vie spirituelle, l'autre pour l'affirmation sociale, et l'autre pour, s'il y a un combat, s'ils sont militants quelque part, ils arrivent à trancher les problèmes. C'est sur une note optimiste que se termine cette émission. Jean-Pierre Nicolas, merci. Merci également à François Hardy pour son précieux concours. Nous nous retrouverons à partir du 23 octobre pour une deuxième émission consacrée au signe du mois, c'est-à-dire le Scorpion et ses relations dans le couple avec les autres signes du zodiaque.